Rebonjour pour vous qui m'avez suivi ce matin euh, sur la guidance que j'ai faite, la guidance à choix. Donc voilà, comme je vous avais dit, je ne savais pas si j'allais faire aujourd'hui cette vidéo en direct ou si j'allais m'enregistrer et puis ensuite vous poster ça sur YouTube. J'ai décidé de la faire en direct. Euh, et je vais vous parler aujourd'hui de mécanismes que l'on peut adopter lorsqu'on est dans l'évitement. Voilà. Donc on qualifie souvent les masculins, voilà, dans les relations notamment d'âme jumelle, de flamme jumelle, parce que maintenant tout le monde est flamme jumelle, hein, de, euh, de lien avec une personne évitante. Mais voilà, moi ce que je constate, c'est que on attire à nous ce que l'on vibre. Donc euh, voilà, il y a un bémol à mettre là-dedans. Voilà. Alors, ça a commencé en fait lorsque je jouais au tambour il y a à peu près 15 jours de ça. J'ai été plongée dans une vision d'une vie que j'ai eue où j'ai été emprisonnée par une personne voilà, du clergé. Et tout simplement parce que à cause de voilà de qui j'étais et à l'époque bien sûr hein, voilà les personnes comme moi, les sorcières comme on dit, alors que nous sommes tous des sorciers et des sorcières hein. Parce que c'est quoi un véritable sorcier? C'est une personne qui est reliée au divin hein. Et nous sommes tous des créateurs, donc c'est juste ça hein. Donc voilà. Mais voilà les religions bien sûr qui n'étaient que manipulés par le malin, ont emprisonné, euh, ont tué bon nombre de personnes qui pouvaient avoir euh, des capacités, tout simplement parce qu'on était relié à notre plein potentiel. Ou pour des fois n'importe quoi, hein, on avait un petit truc là, allez hop, ça y est, on était des sorciers et puis voilà quoi. Donc voilà, donc j'ai eu cette vision, voilà, et puis suite à ça, alors je comprenais pas pourquoi on m'a envoyé encore dans ce genre de choses-là. Euh, et puis ensuite, on m'a envoyé une vidéo, voilà, qui parlait de signes d'attachement évitant. Et puis du coup, tout s'est mis en place, tout a fait sens. Voilà. Ça m'a renvoyé à un rêve que j'ai fait où il y avait un flamant rose qui se jetait dans mes bras et que j'ai pris soin de ce flamant rose. Je l'ai guéri parce qu'il avait une grosse entaille et je l'ai guéri. Et le flamant rose, ça fait référence à la lumière. Et j'ai aperçu une grenouille et j'avais peur de cette grenouille. J'avais peur qu'elle soit venimeuse ou vénéneuse, je sais plus comment on dit. Euh, et en fait, la grenouille, ça représente l'amour. Et puis, ça m'a renvoyé aussi à une guidance que je vous ai faite à choix en rapport aux capacités, aux dons. Et je ne sais pas du tout si c'est dans cette guidance-là ou si c'est une autre aussi. Ça me renvoyait aussi à l'héritage qu'on nous avait transmis. Je sais que j'ai fait une guidance sur ça. Voilà. Euh, et puis aux attaques que l'on peut recevoir qui essaient de nous empêcher justement d'avancer, qui essaient de nous faire taire, qui essaient de nous faire douter. Voilà. Et puis d'ailleurs, même ce matin, voilà, le ressenti que j'avais, c'était que en ce moment, il y a des rêves qui sont manipulés justement chez les masculins. Voilà. Euh, donc c'est vrai que ben on rejette souvent la faute voilà sur les personnes qui peuvent être évitantes, mais il y a des petites choses qui sont à y comprendre. Donc je tenais voilà à faire cette petite vidéo que je vais ensuite télécharger normalement sur YouTube en ce moment. Voilà, il y a la guidance de ce matin qui est en train de se télécharger là sur ma chaîne YouTube Shaman Art. Voilà. Euh,
Donc en fait, lorsqu'on vit des choses très compliquées dans l'enfance, eh bien on peut grandir avec des modèles d'attachement, d'évitement, craintifs. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. Voilà. Parce que on peut avoir la peur en permanence d'être abandonné et dans le même temps d'être envahi. Donc on désire le lien, mais en même temps on a un besoin de fuite. Voilà. Alors il existe plusieurs signes hein, qu'on est des personnes évitantes. Donc on peut par exemple vouloir l'amour, mais on fait tout pour saboter les relations. Donc on est en contradiction, et notamment entre nos besoins d'attachement et nos mécanismes psychologiques qui ont été développés dans l'enfance, donc nos croyances limitantes. Alors, dès que la personne s'attache à quelque chose, eh bien, elle peut se figer, donc ça peut se remarquer physiquement et se retirer progressivement. Elle peut aussi être dans des critiques pour diminuer, dans le silence ou dans l'évitement physique. Elle peut être en permanence en train de rechercher les défauts chez l'autre et retourner à l'indépendance comme ça soudainement. Voilà. Je suis en train de ranger les cartes de ce matin. Alors dans l'enfance, ces personnes ont vécu des relations complètement imprévisibles qui ont été bien sûr qui ont pu être dangereuses, invalidantes. Et le cerveau à ce moment-là a appris à se protéger, soit par l'hypervigilance, ce qui a été mon cas, soit par le retrait. Voilà. Ce qui est le cas de beaucoup de masculins dans les relations, notamment FJ. Voilà. Donc la relation qui à la base aurait dû être rassurante ne l'était pas, et en tout cas a pu être même perçue comme menaçante. Donc il y a un conflit, une dissonance qui se crée au niveau du cerveau. On sait qu'on veut aimer, mais lui, le corps, dit tout le contraire. Donc on peut avoir peur du rejet parce que justement on a grandi dans un modèle une absence de modèle complètement sécure et donc on passe notre temps à fuir l'intimité. Voilà. Et finalement la personne elle vit ce qu'elle redoute le plus, c'est-à-dire l'isolement, la solitude. Et elle a le sentiment d'être incomprise. Donc la personne, elle vit finalement une double peur. Elle peut avoir peur justement d'être abandonnée, mais en même temps d'être envahie. Alors ça, c'est un autre style d'attachement évitant. Il y a des personnes qui peuvent avoir peur justement du rejet, donc ce que je viens de parler, et là, des personnes qui ont peur d'être abandonnées et en même temps qui ont peur d'être envahies. Voilà, donc en fait, elles peuvent être complètement désorganisées et avoir une impression que rien ne fait sens. Enfin, ces personnes-là se sont rapprochées des personnes avec qui il y avait un attachement, puis et puis en fait elles ont fui parce que elles avaient comme un système d'alarme en fait qui s'activait corporellement, et donc elles ont pu avoir des comportements conflictuels, incohérents. On s'approche, on se fige et puis on fuit. Voilà, et donc on se dissocie. Adultes, ces personnes vont être dans la peur d'être abandonnées et en même temps dans la peur d'être envahies, d'être contrôlées, d'être envahies émotionnellement.
Moi, personnellement, c'est vrai que, voilà, euh, c'est quelque chose pour moi qui est assez compliqué, justement, euh, cet envahissement, justement, émotionnel, c'est quelque chose qui est compliqué. Et en ce moment, justement, ben, on me fait travailler ça. Parce que 2, 3 jours par semaine, ben, je me retrouve face à plein de gens, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, bon, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer. À... Ce matin, je disais qu'il y avait un mot qui était bien mieux que gérer, mais c'est pas évident. Et puis, cette peur d'être contrôlé, ça c'est pareil. Mais en même temps, ça a provoqué une force chez moi qui est celle justement de la maîtrise du mental et de la maîtrise des esprits. Et du coup, ça me permet de faire des exorcismes aussi. Donc, vous voyez, voilà, tous ces défauts finalement peuvent avoir des qualités. Donc les personnes ont peur en fait d'être privées de leur autonomie. Voilà. Et ça fait sens avec la vision que j'ai eue où dans cette vie passée, j'ai été emprisonnée à cause de qui j'étais. Et on peut avoir justement l'impression que la proximité empêche de se sentir en sécurité. Voilà. Parce que voilà, dès qu'il y a proximité, le corps se fige, entre dans cet état d'alerte. L'attachement en fait est vécu comme quelque chose de douloureux. Au niveau des amygdales, en fait, c'est hyper activé et les émotions ne sont pas gérées. Voilà. Le cerveau droit, qui est celui des émotions, des intuitions, de la relation, a été façonné dans un contexte de stress chronique, en permanence. Donc, en fait, il n'a jamais appris à réguler la proximité. Voilà, plutôt que gérer, c'est ça, c'est réguler, le mot que je cherchais. Le lien est à la fois un besoin vital, bien sûr, hein, forcément, nous sommes tous des êtres humains, mais à la fois une menace. Donc, lors de la relation, par exemple un dîner, une personne peut se sentir vachement bien. Et puis, une fois que c'est terminé, elle va se poser des tas de questions. Et puis, tout d'un coup, elle va s'éloigner, en fait. Et ça, c'est une stratégie, en fait, qui a été apprise, qui est extrêmement ancrée depuis l'enfance. Parce que justement, bonjour Patou, il y avait un contexte relationnel qui était complètement incohérent. Et donc, du coup, il peut y avoir un éloignement. Et puis, quand la personne en face s'éloigne, là, c'est la panique. Donc, il y a une véritable ambivalence qui se crée. Et ça peut créer d'ailleurs au niveau du corps des tensions musculaires, une fatigue chronique, de la tachycardie. Donc, c'est des choses qui peuvent même se voir corporellement. Voilà. Une autre façon aussi de déceler un comportement évitant, c'est par exemple le fait de redouter la dépendance affective, mais on dépend secrètement et inconsciemment du regard de l'autre. C'est-à-dire que le regard de l'autre est hyper important. On veut pas déplaire, alors on peut devenir des perfectionnistes. Alors on va croire que voilà, c'est histoire de bien faire, etc. Non, non, non. En fait, c'est juste que on ne veut aucune reproche. Donc on peut avoir un besoin d'autonomie et en même temps un besoin de reconnaissance affective. Moi, ça a été mon cas, ça. Donc on va donner l'image de quelqu'un d'indépendant en apparence, qu'on a besoin de personne, hein, surtout si on est en Harley Davidson. Mais l'amour, en fait,
Et d'ailleurs, même, ben, ces personnes, elles peuvent dire, voilà, alors moi, ça, je l'ai jamais dit, mais bon, ces personnes peuvent le dire, l'amour, c'est pas pour moi. Euh, mais en fait, ces personnes-là, il leur suffit qu'une seule personne les regarde d'une façon différente pour que tout s'effondre, en fait. Voilà. Parce que bah, du coup, il y a une faille qui s'ouvre. Ce sont des personnes aussi qui peuvent voilà, ressentir bah, du coup un soulagement et puis finalement être dans l'euphorie, tout analyser, surréagir et devenir ultra sensible à absolument tout. Et en fait, cette dépendance affective, être cachée, être masquée sous une carapace d'autosuffisance. Parce que, ben, en fait, on a besoin du regard de l'autre pour exister. Voilà. Moi, ça a été mon cas pendant longtemps. Hein. Bon, après, voilà, je me retrouve aussi dans beaucoup de points de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Hein. Euh, Parce que bon, en fait, l'autonomie a été une stratégie de survie. C'était une réponse défensive à l'imprévisibilité bah, que j'ai vécue et que ces personnes vivent dans l'enfance. Parce que les personnes qui devaient s'occuper de cet enfant, qui devaient s'occuper de nous, eh bien, qui auraient dû être des personnes sécures, eh bien, soit n'étaient pas là, soit ne s'occupaient pas de nous de façon sécure. Donc, en fait, on pouvait ressentir une menace en permanence. Et d'ailleurs, là, ce qu'on m'envoie, justement, café froid, c'est pas bon. Mais bon. D'ailleurs, là, ce qu'on m'envoie, c'est justement quand j'ai eu à l'écriture de mon livre, j'ai eu des remontées de mémoire d'abus que j'ai subis quand j'étais enfant et je savais au fond de moi qu'il y avait eu quelque chose, mais ça m'a été caché. Et donc j'avais voulu faire un voyage chamanique et puis un jour en faisant voilà un voyage, donc bon ben voilà mettons je peux je peux avoir des informations des fois qui me viennent comme ça, je joue au tambour et puis ça me vient comme ça, j'ai pas demandé à ce que ça me vienne ou au travers des rêves etc. Mais là c'était en conscience, je faisais le voyage en conscience parce que j'ai cette facilité là aussi de le faire. Et puis ben, la vision que j'ai eue, c'est d'avoir été laissée dans un appartement toute seule la nuit alors que j'étais bébé. Euh, donc c'est forcément quand on vit ce genre de choses-là, voilà, c'est plutôt insécurisant. Donc ben du coup, voilà, on peut se sentir, mettons, quand on est en relation avec une personne, on peut se sentir très bien seul, mais si jamais on n'a pas de message, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut provoquer de la panique. On se demande, voilà, est-ce qu'on a fait de mal? Mais en même temps, on ne veut pas montrer ce que l'on ressent. Donc en fait, on vit une véritable ambivalence qui fait souffrir. Et moi, c'est vrai que ben, à l'époque, quand j'ai dit à mon Juju que je l'aimais, ah, mais ça m'a demandé un effort, mais un truc de dingue, alors que ça ne devrait pas. Euh, mais ça, ouais, c'était pour moi, ouais, c'était comme gravir l'Everest. Hein. Euh, donc, eh ben, voilà, ce genre de personnes, elles peuvent du coup se lier à des personnes qui sont évitantes émotionnellement. Donc, ben, du coup, en faisant ça, on recrée les douleurs de l'enfance. Voilà. On aime sans jamais recevoir pleinement.
Donc, quand on a vécu tout ça, eh bien, on peut être hypersensible au rejet, mais en même temps, on refuse la vulnérabilité. On peut même en avoir honte de cette vulnérabilité, parce que quand on était enfant, justement, cette vulnérabilité, elle a été rejetée. Voilà. Et parce qu'on a été rejeté pour qui nous étions. Alors moi, c'est des choses que j'ai vécues dans d'autres vies, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi enfant. J'ai entendu toute ma jeunesse, toi, de toute façon, tu n'es pas comme les autres. Bah, heureusement, on est tous uniques, mais c'est vrai que voilà, quand on est enfant, on vit ça comme un reproche. Quand on entend ça, voilà, par un de nos parents, on vit ça comme un reproche. Ben du coup, on fait tout pour être comme les autres. Donc il y a un conflit qui se crée intérieurement et on peut être très réactif aux critiques. Voilà. Donc soit en étant auto-réactionnel, enfin réactionnel, soit au contraire en ayant des réponses très froides et ou en mettant du temps à répondre. Voilà. Moi en général, j'ai été extrêmement réactionnelle et maintenant c'est vrai que j'ai plutôt tendance à être à la limite très cassante. Mais j'ai appris aussi, grâce justement au fait d'apprendre à réguler justement ces émotions, j'ai appris à, à être, comment dire, alors cassante, pas pour blesser la personne, mais à lui renvoyer finalement, euh, comment expliquer, je parais cassante, alors qu'en fait, je ne fais que renvoyer à l'autre, en fait, je suis juste. Mais l'autre en face, si jamais, voilà, il n'est pas dans la justesse et il va faire une critique qui n'a pas lieu d'être, etc., je vais lui renvoyer ses ombres et je vais paraître très froide et très cassante alors que pas du tout. Je suis juste dans la justesse. Mais en fait, j'ai appris à réguler justement voilà, mes émotions. Parce qu'avant, soit je me taisais, soit, puis après je ruminais, soit j'étais très réactionnelle. Voilà. Et là, il y a tout qui pouvait partir, hein, mais pas forcément de la bonne façon. Euh, Ça m'est arrivé aussi, voilà, de mettre beaucoup de temps à répondre aux gens, en fait. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Donc au lieu d'exprimer en fait ce que l'on ressent, eh ben, on peut se taire, on peut s'isoler et on peut même minimiser les choses. Voilà, moi j'ai longtemps minimisé tout ce que j'ai vécu. Euh, oui, c'est vrai que bien sûr on apprend à. Est-ce que nous, voilà, notre différence, non, on n'a pas, alors pas tout. Je pense qu'on n'apprend pas à vivre avec notre différence, c'est que nous sommes tous différents. C'est tout. On apprend juste à accepter et à trouver légitime le fait d'être. C'est tout. Donc voilà, il y a un véritable paradoxe hein, qui se crée et parce que la vulnérabilité, lorsqu'on était enfant, elle a été punie ou alors elle a été utilisée contre nous. Voilà. Donc, eh ben, du coup, on va être dans la fuite ou la dissimulation. Quand on intériorise les choses, on ressent tout, mais on ne montre rien. Et donc, on peut se sentir seul dans ses émotions, dans son hypersensibilité, hyper fermé. On va pas se livrer parce que, voilà,
On n'a pas envie que les autres se servent de ce qu'on estime être nos failles, etc., pour nous blesser. Donc, on ne permet pas à l'autre de nous connaître véritablement. Et après, on dira, voilà, qu'on ne peut pas être aimé tel qu'on est. Le refus de la vulnérabilité, en fait, va être rationalisé par des discours sur la force, voilà, qu'on a une force de caractère, qu'on est indépendant, qu'on est logique. Mais non, non, ça c'est en masque. Et donc, du coup, la personne, elle pourra dire, mais moi, je ne suis pas émotive, je suis pragmatique. Non, non, ce sont des masques en fait pour qui dissimulent le refus de la vulnérabilité parce que euh, on se coupe de l'intimité, alors que la vulnérabilité, c'est la connexion avec l'autre et c'est le berceau de notre humanité finalement. Donc le rejet fait mal et, euh, et plus on ne veut pas le voir, et bien forcément plus notre corps va l'exprimer. Voilà. Et en choisissant des personnes qui ne sont pas libres émotionnellement, la personne, elle se retrouve finalement, avec des personnes qui ne la voient que en surface, qui ne voient pas qui elle est véritablement. Une autre façon de se rendre compte si on est justement, si on fait partie de ces personnes qui sont évitantes, c'est qu'on va osciller entre la fusion et la fuite. On va chercher la sécurité tout en fuyant ce qui pourrait nous procurer justement cette sécurité. Donc on a besoin d'être proche de l'autre et dans le même temps, on va être distante, on va le rejeter. Certaines personnes vont même aller jusqu'à la violence. Tout ça dans une même journée, par exemple, ou d'un instant à l'autre. Et ça, c'est pareil, ce sont des mécanismes de survie qui ont été adoptés dans l'enfance parce que la figure d'attachement était à la fois une source d'attachement, forcément, mais aussi de peur. Donc, ces personnes peuvent ressentir un élan fusionnel et puis, euh, lorsque l'autre personne répond à cet élan, eh bien, il va y avoir une fuite et on peut aller jusqu'à provoquer du coup des disputes par mettons des critiques, ce genre de choses-là. Et ça va être des relations en montagne russe en fait, hein. Parce que on a assimilé l'amour comme étant quelque chose de dangereux ou d'imprévisible dans l'enfance, alors que l'amour, ça n'est pas quelque chose de dangereux. C'est pas ça l'amour. Ce qu'on a vécu enfant, c'était du non-amour. Mais parce que c'était nos parents, on avait l'impression qu'on vivait de quelque chose qui était de l'ordre de l'amour et que c'est l'amour qui est dangereux, alors que pas du tout. Quand on vit ça, c'est qu'on a des parents qui ne sont pas dans l'amour d'eux-mêmes, donc ils ne sont pas capables de transmettre ce qu'ils ne savent pas s'apporter. Ça n'est pas de l'amour. L'amour n'a jamais été quelque chose de dangereux, c'est même tout le contraire. Et donc adultes, ces personnes, en fait, peuvent avoir une intimité qui sera instable, ambivalente, anxiogène. Ça peut devenir des personnes borderline, comme on dit, hein. Voilà, moi, ça a été mon cas. D'ailleurs, ces personnes, elles sont qualifiées comme étant des personnes avec attachement désorganisé. Elles ont des mécanismes d'adaptation, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui nous protégeait lorsque nous étions enfants. Aujourd'hui, ça peut se retourner contre nous. Une autre façon de savoir si on est une personne évitante,
c'est une peur viscérale d'être enfermé, d'être contrôlé. Donc on développe en fait une hypervigilance parce que quand on a été enfant, on a été envahi. Et inconsciemment parce que les relations qu'on a vécues ont été associées à une perte de soi. Voilà, le fait d'être envahi ou contrôlé, c'est associé à une perte de soi. Bon, ça a été mon cas, ça aussi. On a peur en fait d'être absorbé, hein, et la peur même, à la limite d'être absorbé, elle est bien plus forte que la peur d'être abandonné. Euh, ouais. Cette peur de perdre sa liberté, son autonomie, ouais, c'est bien plus fort que la peur d'être abandonné. Voilà. Parce qu'on a eu des parents qui ont été soit trop fusionnels, soit intrusifs et envahissants. Et quand on a subi des abus sexuels, ben forcément, on peut se retrouver dans ce cas présent. L'enfant, en fait, il ne construit pas de moi distinct du parent. Il a été instrumentalisé pour combler les besoins émotionnels du parent. Donc, il a été étouffé dans son individualité. Donc, ça peut faire voilà, des enfants qui sont matures beaucoup plus tôt que... enfin, qui sont précocement matures, en fait. Voilà. Donc, adulte, la proximité sera perçue comme une menace pour son intégralité personnelle. La phase d'individuation avec le parent n'a pas eu lieu. Après, on l'apprend avec un juju. Adulte ou avec une toute autre relation. Adulte, en fait, il va osciller entre la crainte d'être seul et la peur d'être complètement envahi, absorbé. Voilà. Et moi, j'ai conscience, hein, c'est encore mon cas. Hein, Alors, j'ai pas peur d'être seule, pas du tout, mais bon, il y a longtemps de ça, ça a été le cas. Mais la crainte d'être envahi, absorbé, oui, ça, oui. Donc, les mais bon, j'en ai conscience, hein, donc. Les stratégies d'évitement, donc on a voilà des stratégies d'évitement. Euh, quand on vit ce genre de choses-là, parce que justement, si on se laisse aller à l'amour, eh bien, on a l'impression qu'on va se perdre. Voilà. Et souvent, quand on est dans ce cas-là, c'est parce qu'on a eu une mère hyper contrôlante. Voilà. Et l'attachement sécure, en fait, repose sur le fait d'être distant et connecté. Mais nous, on n'a pas vécu ça lorsqu'on était enfant. En fait, un attachement sécure, c'est être en lien avec une personne, voire fusionner avec la personne tout en étant soi-même. Mais on n'a pas connu ça. Et quand on grandit dans une famille normale, on va dire entre guillemets, saine, sécure, eh bien l'enfant, il apprend justement à s'individuer, cette individuation. Et lorsque l'enfant ne l'a pas vécu enfant, eh bien ce sont les relations qu'il vivra par la suite qui vont lui permettre d'apprendre ça. S'il comprend le mécanisme, sinon il passera son temps à reproduire toujours la même chose de façon différente. Voilà. Et puis il pourra projeter en disant c'est la faute de l'autre. Le craintif pensera inconsciemment que pour être libre ou pour être soi, hein, il doit être seul. Voilà. Donc on va être dans l'autoprotection.
On va valoriser un mode de vie solitaire. Moi, j'admire les gens qui, voilà, qui vivent seuls, comme des ermites, hein, qui sont autonomes en tout. Donc, mais bon. Euh, et on peut même rejeter les personnes qui sont dépendantes affectives. C'est vrai que c'est quelque chose, voilà, que j'ai du mal à supporter. Dans le privé, hein. Dans le privé, attention. Mais en fait, ça cache une peur profonde d'être complètement submergé, contrôlé et envahi émotionnellement. Voilà. Donc on peut bloquer l'amour par peur qu'il arrive, qu'il soit trop près de nous, trop près de nos frontières. Donc on va avoir du mal à s'engager, ou alors on ne s'engage pas vraiment. On peut fuir les relations, donc pas d'intimité qui sera nourrissante en fait. Voilà. Ou alors on va attirer ce genre de relation. Si par cas, on décide, moi ça a été mon cas, de se faire confiance malgré tout, d'avoir la foi et de s'écouter. Voilà. Et il faut le savoir aussi, ces personnes qui sont évitantes, qui sont craintives, peuvent bien sûr attirer des personnes émotionnellement euh, pas disponibles, mais aussi des personnes sécures. Et du coup, c'est compliqué à vivre, quoi. Moi, ce sont des mécanismes que j'avais, mais, euh, mais très tôt, mine de rien, je me suis rendu compte de ça et j'ai décidé de me faire confiance et de faire confiance en fait. Et de ne pas rester dans ces schémas-là. Une autre façon de savoir si justement on peut être une personne voilà évitante, ça a été mon cas aussi ça, c'est de ressentir un vide intérieur malgré la présence d'autres personnes. Euh, je me suis jamais sentie aussi seule que quand j'étais mariée, par exemple, avec mon ex-mari. C'était horrible. Euh, Et ces personnes-là, en fait, du coup, elles disent qu'elles n'arrivent pas à trouver, mettons, une relation qui procurerait de la stabilité intérieure. Mais en fait, cette stabilité, c'est à chacun de la trouver intérieurement, en fait. Et ben ça, c'est le résultat d'une rupture précoce entre la co-régulation émotionnelle entre l'enfant et le parent. Donc, par exemple, une absence aussi de parents stables. Moi, j'avais un père absent et une mère pas stable du tout. Ouais. Donc, on n'a pas appris à se ressentir de l'intérieur. On était complètement déconnecté de ces affects profonds. Voilà. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je disais, et c'était inconscient, et je ne comprenais pas vraiment ce que je disais, mais je disais comme tout le monde, ah, je suis une véritable éponge, mais sans vraiment comprendre ce que je disais. J'en ai pris conscience, mais bien plus tard. Pas loin, en tout cas après mes 45 ans, après cette rencontre qui a tout bouleversé dans ma vie. Et c'est là que je me suis mise vraiment à ressentir les choses en fait. Déjà à réintégrer mon corps, parce que je n'étais pas dans mon corps, et, euh, et à ressentir les choses. C'est pour ça que je vous dis toujours dans l'évidence, retournez toujours au corps. Et donc enfin, on a été complètement ignoré, on n'a pas été vu, on n'a pas été entendu, on n'a pas été compris. Voilà. Euh, et on n'a pas été vu dans notre vulnérabilité forcément. Voilà, donc pas d'affect. Et on peut du coup avoir tendance à s'abandonner soi-même.
On vit une véritable dissociation, hein. C'est un mécanisme de défense qu'on a eu quand on était enfant, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui a été bénéfique à une époque, eh ben aujourd'hui, ça se retourne contre nous. Donc, en devenant adulte, ça se retourne. Donc, eh ben, il y a un besoin de déconstruire tout ça. On a pu être dans une hyperactivité mentale, un besoin compulsif de performance, forcément, une recherche effrénée de stimulation extérieure. Donc on vit tout le temps dans l'action. Moi, c'était voilà, j'étais comme ça tout le temps. Il fallait que je sois tout le temps dans le faire et dans le faire et dans le faire. Je ne savais pas me reposer. Quand je me reposais, je culpabilisais. Donc on évite la lenteur. Ça c'est pareil. Je supportais pas les gens qui pouvaient être lents. On évite le silence. Alors que maintenant, mais c'est quelque chose que j'ai besoin et que j'apprécie. Voilà. Et du coup, ben, on n'est pas dans notre corps. Et on se rend compte finalement, et ces gens-là peuvent par exemple être omnubilés, mettons, par la réussite matérielle, hein, parce qu'ils sont toujours dans le faire et dans le faire. Mais on se rend compte à un moment donné, il peut y avoir voilà, un accident de la vie, etc. Et on se rend compte que finalement, moi, j'ai eu plusieurs accidents dans la vie qui ont fait que, à un moment donné, j'ai failli y passer et à un moment donné, je me suis posé les bonnes questions et où je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le plus important dans la vie, quoi? C'est certainement pas euh, le matériel qui comble quoi que ce soit, le vide qu'on peut ressentir à l'intérieur. La réussite, même matérielle, ne comble jamais ce vide. Et souvent, justement, ces personnes, voilà, peuvent combler ce vide, cette sécurité, cette impression de manque de sécurité intérieure, justement, par les addictions, par le travail, par le sexe, par les relations multiples, par le sport, etc. Et ça ne veut pas dire que la guérison, elle peut pas venir, hein. La guérison, elle vient à partir du moment où on décide d'entrer en relation avec soi. Donc, c'est pour ça que je vous dis aussi tout le temps, revenez au corps et faites silence. J'ai proposé d'ailleurs sur ma page Facebook, que vous avez ça dans la playlist, hein, vous allez vite trouver ça dans la playlist, 2 méditations. Ce sont exactement les mêmes. Il y en a une qui est faite, j'ai mis de la musique, et l'autre, elle est carrément dans le silence. Moi, personnellement, je préfère dans le silence, mais bon. Voilà. Et c'est une méditation qui est axée sur le corps. Une autre façon de savoir si justement on est une personne évitante, si on a des mécanismes d'évitement, c'est, bon, voilà, on va redouter la vulnérabilité, hein, qui est source d'amour, de joie, d'empathie, de courage. Et on redoute cette vulnérabilité, en fait, qui est perçue comme effrayante, comme un danger, parce que montrer ses besoins, montrer ses émotions, en fait, c'est s'exposer, enfin, c'est ce qu'on pense inconsciemment, hein. Ces personnes-là, c'est ce qu'elles pensent inconsciemment, que c'est s'exposer à une prise de pouvoir de l'autre. Mais en fait, c'est une posture de défense, voilà. Et donc, on peut apprendre à ne pas avoir besoin. On peut apprendre à tel point qu'on va se contenter, mais de rien. Ça a été mon cas. Donc, il existe des personnes évitantes, des personnes anxieuses évitantes. Et elles peuvent avoir un mode de fonctionnement qui va être soit complètement exagéré, hein, pour obtenir une réponse,
soit nier les choses pour éviter le rejet. Moi, j'ai été plutôt dans l'exagération, on va dire. Donc, ben, ce sont des personnes qui ne diront pas j'ai besoin de toi. Mais par contre, elles vont pleurer en secret. Et ça ressort actuellement dans les guidances. Ou alors, c'est des personnes qui ne diront jamais je ne vais pas bien. Elles peuvent apparaître complètement imperturbables. Elles vont tout rationaliser au lieu de ressentir. Elles peuvent avoir honte même des émotions qui sont dites négatives. Et moi, je me rappelle de quelque chose que elles peuvent se dévaloriser, enfin, qui m'a été dit et ça m'avait choqué parce que en fait, ces personnes se dévalorisent et quand elles vivent un échec, elles vont même jusqu'à croire qu'on va moins les aimer ou qu'on va les trouver nuls parce qu'elles ont vécu un échec. Par exemple, un homme qui serait tombé sur une pervers narcissique, et attention, je ne mets pas ce mot à l'aveuglette, parce que beaucoup de personnes mettent ce mot comme ça. Non, non, moi je mets pas ce mot comme ça à l'aveuglette. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la toxicité, bon, parce que justement, enfance difficile, etc. Donc, ils se laissent manipuler par leurs ombres et donc du coup qui reproduisent des modes de fonctionnement. Ça n'a rien à voir avec le véritable pervers narcissique qui lui va faire de la magie noire, qui lui va ne pas hésiter même à faire de la magie noire sur ses propres enfants, qui lui en aura rien à foutre si tu crèves du moment qu'il en tire un bénéfice. Et donc il y a des hommes parfois ou des femmes qui peuvent tomber sur un ou une pervers narcissique. Et ce genre de personne, justement, que l'on peut qualifier, mettons, d'évitante, lorsque elle est avec ce genre de personne-là, et puis qu'après, mettons, il y a un divorce pour X raisons, elles peuvent assimiler ça comme un échec, et comme quoi c'est elles qui sont nulles, et que elles vont dire je suis un pauvre type, alors que mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, non seulement c'est ce qui avait besoin d'être vécu pour libérer un karma, mais ça n'a, et puis pour libérer des choses en rapport avec le transgénérationnel, mais ça n'a rien à voir. Donc ces personnes, elles peuvent être dans une dévalorisation extrême et ne pas supporter de vivre un échec, parce que pour elles, quand elles vivent un échec, eh bien en fait, c'est comme si finalement elles étaient l'échec, alors que ça n'a rien à voir. Parce que nos échecs, justement, ce qu'on peut qualifier d'échecs, eh bien, sont là pour nous libérer et pour nous montrer quelque chose d'encore plus grand et de plus merveilleux, en fait. Et ce ne sont que ce qui a été vécu, ce ne sont que des réponses à ce qui devait se libérer. Si un enfant, il a grandi dans une ambiance où il a été frappé en permanence pendant toute sa jeunesse, il n'a pas appris l'amour, cet enfant-là. Donc ensuite, quand il sera dans des relations amoureuses, ben, il devra déconstruire ce qu'il a appris, parce qu'il pourra avoir tendance à reproduire, ou alors si justement il ne le reproduit pas à l'extérieur, comme lui, il pourra en fait tomber sur une personne qui va lui faire ce qu'il a déjà vécu. Donc il aura besoin de déconstruire tout ça. Donc le jour où il y aura ce tilt, où il va vouloir déconstruire tout ça,
ben en fait, il n'aura pas vécu un échec. Au contraire, à partir du moment où il y aura ce tilt, ça voudra dire que justement, là, il a commencé à déconstruire un mécanisme qu'il a appris dans l'enfance, qui est en relation avec le karma. Ok, certes, mais donc c'est pas un échec, c'est non, non, c'est loin d'être un échec. Divorcer de genre comme de personnes comme ça, toxiques, voire des pervers, mais c'est loin d'être un échec, au contraire. Donc, justement, quand ces personnes, voilà, elles ont honte des émotions dites négatives, bien, c'est comme si leur cerveau leur disait stop, ne montre pas, bloque. Et pour elles, ben, pleurer, ça peut être synonyme de faiblesse. Donc, ce sont des personnes qui ne vont jamais parler de leurs émotions. Alors qu'au contraire, pleurer, ça permet de libérer. Et c'est même un signe de force. Je veux dire, arriver à pleurer devant les gens, mais c'est un signe de force, quoi. Parce que quand tu fais ça, ben, tu dis à l'autre, ben, je suis humain. J'ai quelque chose, voilà, qui me fait de la peine, je le montre, et puis voilà. Les gens s'en rendent pas compte, mais les animaux pleurent. Moi, je le ressens. C'est quelque chose que je ressens. Un jour, je m'étais faite, voilà, une copine, et puis elle m'invite à boire un café ou manger une glace, ou je sais pas trop quoi. Puis elle me dit, tiens, on va aller voir à Biarritz, dans un haras, il y a un cheval. À chaque fois que j'y vais, je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et je dis bah ok. Et puis on était en train de manger notre glace. Et puis il y a une femme qui s'arrête et on discute avec elle. Et puis finalement on l'embarque avec nous. Et effectivement, on arrive devant la jument et la copine me dit tu trouves pas, on dirait que voilà, il y a un truc il y a un truc qui va pas, mais je sais pas quoi. Et puis l'autre, effectivement, elle disait être voyante et elle dit hein, je ressens que le cœur est fermé, je sais pas trop quoi. Et puis moi, j'ai fondu en larmes. Et j'ai senti tout d'un coup un pouf. Ben, en fait, j'avais libéré la jument en fait d'un. Elle pleurait. Elle pleurait parce que ce qui m'a été transmis, c'est que elle avait eu un bébé euh, et oh mince, comment on appelle un petit cheval? Je le trouve. Et soit elle a perdu, soit je me rappelle plus, mais soit elle avait perdu, soit on lui avait enlevé, je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, je me rappelle plus, ça remonte à des années. Mais ce que je sais, c'est que voilà, elle avait perdu son bébé et il y avait une tristesse chez elle. Et j'avais demandé d'ailleurs à l'époque, je me rappelle ça par contre, d'avoir demandé si ils avaient connaissance et même pas. Mais j'ai ressenti en fait cette espèce de pouf de soulagement là tout d'un coup parce que il y avait des émotions là qui étaient donc les animaux ben voilà ils pleurent aussi, il ne faut pas croire. Et il y a besoin d'évacuer ça. C'est sain. Donc l'enjeu c'est quoi? C'est de se réconcilier avec l'idée qu'on a besoin des autres. La vulnérabilité, c'est ce qui fait qu'on est humain, c'est ce qui nous rapproche de notre humanité, de notre authenticité et de la connexion avec l'autre. Une autre façon de se rendre compte, voilà, si on a des comportements évitants,
Ça peut être une instabilité émotionnelle, donc trop d'émotions, on ne sait pas du tout les réguler, on les cache parce que trop d'intensité émotionnelle. Donc il y a une hyperactivation, ensuite une anxiété, ensuite il peut y avoir de la colère, on va se reprocher les choses ou on va reprocher aux autres. Et après, de l'hypoactivation, un retrait et du coup une dissociation. Voilà. On va vers l'autre et on fuit l'autre. Et ça épuise les personnes en face. On ne sait pas, personnes qui sont comme ça ne savent pas apaiser leurs émotions parce qu'elles ne l'ont pas appris. Donc adultes, elles peuvent avoir des réactions émotionnelles complètement disproportionnées et elles peuvent être incomprises par l'entourage. Donc elles peuvent passer de l'euphorie à l'abattement, sans raison. Elles peuvent être ultra sensibles aux variations des émotions des autres. Bon, ça c'est mon cas. Donc bon, j'ai appris à réguler, mais il a fallu que j'apprenne. Parce que tout était fermé en fait, chez moi justement, par protection. Et puis ensuite, quand tout s'est réouvert, il a fallu que j'apprenne à réguler. Donc ce sont des personnes aussi qui peuvent exploser voilà, pour des choses complètement minimes et ensuite avoir de la honte, du regret. Voilà. Elles ont besoin de micro-déclencheurs en fait pour réactiver finalement l'abandon ou la trahison qu'elles ont vécu enfant. Donc elles peuvent être aimer, mettons, une personne et puis l'instant d'après être dégoûté par la personne. Donc ce sont des personnes qui auront des réactions très intenses parce que enfin elles ont appris à survivre dans l'incohérence émotionnelle. Une autre façon de savoir si justement voilà, vous avez ces comportements d'évitement, vous pouvez vous définir à travers la relation. Et puis tout d'un coup s'en extraire brutalement. Donc il y a un besoin de fusion et en même temps une peur de perdre son autonomie et ces deux choses-là coexistent. Donc on va vers l'autre, mais l'autre est dangereux. Donc adulte, il y a une difficulté à établir une proximité. Voilà. On idéalise puis on dévalorise. On s'ouvre et on se ferme. Et ça, c'est voilà, c'est causé par le fait d'avoir eu des parents instables. Donc il y a une peur d'être complètement avalé dans la relation aussi. On peut vivre en même temps un système de défense qui pousse à l'évitement, voire même à l'agression dans certains cas. Et dans le même temps, avoir un système d'attachement qui pousse à rechercher la proximité. Donc il y a une dissonance là-dedans, forcément. Plus on va fusionner et plus on va avoir la sensation de ne plus être soi. Et plus on fuit, plus on se sent seul et en manque de la personne. Il y a un besoin en fait d'apprendre à rester en lien sans se perdre. Alors moi, ça n'a pas été aussi extrême, mais n'empêche que me définir à travers la relation, ça a été effectivement quelque chose que j'ai dû apprendre, comme beaucoup de féminines d'ailleurs. J'arrête pas de vous dire, arrêtez de toujours regarder l'autre. Parce que c'est sociétal aussi. Voilà. Donc être voilà une personne anxieuse ou une personne évitante, ça n'est pas une fatalité.
c'est une adaptation à un environnement émotionnel instable, voire dangereux. Et ça n'est pas qui nous sommes, ça n'est pas nous qui sommes brisés en fait. C'est notre système relationnel qui a appris à se méfier et à fuir pour se protéger. Et quand on comprend tout ça, eh bien, quand on se reconnaît dans tout ça, quand on reconnaît ces mécanismes, eh bien, à ce moment-là, on se réconcilie avec son besoin de lien, en fait. Et derrière ces mécanismes d'évitement, qu'est-ce qui se cache? Et ça fait référence à une de mes guidances, nos capacités, nos dons. Et dans mon travail, en fait, toute l'expérience que j'ai pu vivre me sert justement, m'a appris à davantage me connaître, à davantage connaître mes mécanismes de fonctionnement, à sortir de certaines peurs, à les dépasser, même si, voilà, même quand ça reste là, j'ai appris à dépasser ces peurs. Et tout ça, ça me sert aujourd'hui dans mon travail à aider voilà, des personnes qui ont connu ce genre de choses-là, alors que ce soit au travers des accompagnements, avec ou sans carte, au travers des soins que je peux faire, puisque les soins, lorsque je fais un soin, eh bien, je peux être en voyage chamanique, hein, si voilà, je peux avoir des renseignements comme ça, je peux avoir voilà, des ressentis, je peux avoir des visions, je peux avoir voilà, une multitude de choses qui me viennent, qui vont me donner des informations sur les mécanismes de la personne. Et le fait d'en prendre conscience par les échanges que l'on peut avoir et par la libération énergétique qui se crée, ça permet justement d'avancer autrement, de se libérer de tout ça et d'avancer sereinement en étant beaucoup plus en sécurité intérieure et sereinement. Ouais. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Et heureusement que j'ai pas fait tout dans la continuité parce que j'aurais jamais pu télécharger tout. Et puis sur YouTube, sur YouTube, il supprime les vidéos au bout d'un mois. Donc, elles ne restent pas. C'est pour ça que quand je vous fais des lives, j'aime bien ensuite les télécharger sur YouTube. Comme ça, vous pouvez aller les chercher quand vous voulez. Vous avez tout qui est bien rangé dans les playlists. Voilà. Et c'est vrai que tout est en lien, en fait. Voilà, tous les messages que je peux vous transmettre de différentes façons, hein, que ce soit au travers de mes guidances, que ce soit au travers de simples vidéos comme ça, au travers de mes canalisations qui vont être faites avec ou sans support, hein, tout, absolument tout. En fait, je suis en permanence reliée voilà, à la terre et au ciel, et du coup, tout ce que je transmets, quelle que soit la façon de le transmettre, c'est toujours des choses qui sont en relation et qui permettent d'avancer avec beaucoup plus de sérénité. Voilà. Je vais vous laisser. Je pense que je vais aller faire un petit tour. Je pense voilà, avoir récupéré un peu le soleil d'Hendaye. Je serais curieuse de savoir s'il pleut à Hendaye. Et pour ceux qui ont regardé mon live ce matin comprendront. Et
Et puis après, peut-être que je vais vous faire, il faut que j'ai envie de vous faire, j'ai fait une tyromancie, il y avait longtemps que j'en avais pas fait. Alors la tyromancie, c'est de la canalisation avec du fromage. C'est un art qui est très très vieux. Et là, j'ai envie de vous faire, il y a longtemps que j'ai pas fait aussi, c'est une avec Bouboule et puis une autre avec la cafédomancie. Donc bon, on verra ça, je ferai ça d'ici la fin de la semaine. Ça vous apparaîtra à la fin du mois, voire en début de mois prochain. Voilà, et sinon, voilà, il y a plein de guidances, de choses sur Shaman Art, YouTube, euh, sur Facebook. Je, je transmets les petites vidéos qui font moins de 3 minutes. Et après, ben, je vous mets juste, quand j'ai le temps, euh, pour celles qui sont plus longues, je vous mets juste l'information pour que vous alliez les regarder sur YouTube. Mais l'idéal, c'est que vous vous abonniez à YouTube, comme ça vous recevez les notifications de ce que je publie. Voilà. Je voulais aussi vous remercier parce que euh, sur Instagram et sur Facebook, mais j'ai mes vidéos là qui font un boom là depuis quelque temps. Alors ça avait déjà fait un boom, hein, il y a pas mal de temps de ça. Et là en ce moment c'est la même chose. Et j'en ai une, je sais pas, elle en est à 28 000 vues, un truc comme ça, c'est astronomique. Le maximum que j'ai eu c'est 32 000 sur Facebook, vous imaginez. Et donc bon, mais merci pour ça. Et puis j'ai plein de gens, de nouvelles personnes là qui s'abonnent, donc ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ben merci. Voilà. Et puis merci à vous qui me suivez depuis très longtemps, les vieux de la vieille. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à dans 15 jours, certainement maintenant. Ça m'étonnerait que je puisse être présente avant, en direct. Voilà. Et oui, les vieux de la vieille, oui. Et oui, 58 ans à la fin de l'année. Je les fais pas. Allez, ciao, ciao.